200 bidons d'huile ont été déposés en silence au cœur du projet de développement le plus audacieux du Burkina Faso. Pourquoi la Chine envoie-t-elle du carburant à un mouvement bénévole qui défie l'Occident? Et que signifie vraiment cette petite livraison? Découvrons-le. Un matin poussiéreux au Burkina Faso, sous le soleil montant du Sahel, un camion sans insigne s'est arrêté sur un site de stockage près d'une des bases opérationnelles de Faso-Mayabo, l'initiative phare du gouvernement pour le développement communautaire. Dans le camion, exactement 200 bidons d'huile. Pas de marque, pas de communiqué de presse, pas de poignée de main télévisée, juste une remise brève, un document scellé, et le moteur qui redémarre, mais derrière ce camion, un murmure s'est levé. Un murmure qui résonne maintenant dans toute la région. Ce n'était pas simplement de l'huile, c'était la Chine. Aucune confirmation officielle n'a révélé l'identité de l'entreprise donatrice. Mais des responsables gouvernementaux et des volontaires locaux ont confirmé que la cargaison provenait d'une entreprise chinoise connue pour coopérer discrètement avec plusieurs projets africains. Cette donation a été discrètement reconnue par les autorités en charge de la logistique de Fosombo. Et bien qu'aucune annonce bruyante n'ait suivi, le poids symbolique de ce geste ne pouvait pas être ignoré. Le moment était critique. Faso-Mayabo est en pleine phase opérationnelle intense. Des milliers de volontaires sont mobilisés dans tout le pays, des plaines du nord aux ceintures agricoles du sud. Des routes sont pavées avec du gravier local et des pelles. Des écoles abandonnées sont transformées en cliniques communautaires improvisées. Des canaux d'irrigation sont creusés à la main dans des zones frappées par la sécheresse. Mais le carburant manque. Et juste au moment où les réserves de diesel touchaient à leur fin, cette donation est apparue silencieuse, ponctuelle, parfaitement calibrée. Chaque bidon contient assez d'huile pour alimenter un générateur pendant plusieurs jours, faire fonctionner des véhicules ou cuire la nourriture des équipes de volontaires. Mais plus important encore, cette huile permet à l'effort de continuer sans interruption. Elle n'est pas destinée à être stockée. Elle n'est pas pour l'exportation, elle est faite pour brûler maintenant, pour faire tourner les moteurs du progrès, ceux qui ne peuvent pas attendre les réunions d'aide ou les subventions occidentales. Ce qui rend ce geste si choquant, c'est pas seulement la discrétion, c'est la portée politique. Au cours de l'année écoulée, le Burkina Faso a considérablement réduit ses liens avec ses partenaires occidentaux traditionnels. Il a rejeté les conditions de la Banque mondiale, il a expulsé les conseillers militaires français, il a commencé à se fournir en équipement industriel auprès de pays non occidentaux comme la Turquie, l'Iran et de plus en plus la Chine. Cette donation d'huile, bien que modeste en quantité, est considérée par les analystes comme une preuve tangible d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement en développement en dehors du dollar, sans passer par Paris ni par Washington. À Ouagadougou, plusieurs sourcils se sont levés lorsque la donation a été confirmée, car elle s'inscrit dans un nouveau schéma. Les entités chinoises ne diffusent pas de communiqués, elles ne lancent pas de campagne tape à l'œil. Elles livrent simplement ce qu'il faut, des briques, du diesel, des lits d'hôpital maintenant, de l'huile selon les termes du Burkina Faso. Même les organisations religieuses ont pris note. Un pasteur de la région centre-ouest, déjà responsable d'une équipe de construction Fosombo dirigée par l'Église, a qualifié le don de bénédiction une preuve que d'autres observent leur lutte et choisissent d'apporter leur soutien, non leur contrôle. Ce sentiment se répand rapidement. Mais les critiques, notamment dans les cercles de politique étrangère, sont nerveux. Que signifie le fait qu'une superpuissance comme la Chine commence à soutenir des mouvements locaux non réglementés dans des pays dirigés par des gouvernements militaires? Cela pourrait-il encourager d'autres États africains à contourner les normes internationales et à poursuivre un développement autonome? Ou bien cela offre-t-il un nouveau modèle? Un modèle où souveraineté et soutien ne sont plus des opposés? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la Chine n'a pas simplement donné de l'huile, elle a livré un message. Et ce message est simple: si vous construisez votre avenir de vos propres mains, nous apporterons le carburant. Alors, pour comprendre pourquoi 200 bidons d'huile peuvent ébranler tout l'établissement de l'aide internationale, il faut d'abord comprendre ce qu'est Fosombo. Parce que c'est pas un projet, c'est pas un programme, ce n'est même pas un ministère. C'est un mouvement. Lancé sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, Faso-Mayabo n'est pas né d'un document politique, mais d'une profonde frustration, celle d'un continent contraint à se développer sous supervision occidentale. Pendant des décennies,
Le Burkina Faso, comme tant d'autres nations africaines, a été poussé à contracter des prêts, à obéir à des conditions, à privatiser ses services publics et à réduire les investissements de l'État. Le résultat, des dettes sans dignité, des routes qui n'atteignaient jamais les villages reculés, des cliniques sans médicaments. Le développement était devenu un discours de conférence, jamais une réalité tangible sur le terrain. Fossambo a renversé cette table. Le mot Fossambo signifie approximativement « Construisons la nation ensemble » en langue morée. Mais ce n'est pas un simple slogan, c'est une déclaration de défiance. Le modèle ne dépend pas des fonds du FMI. Il ne repose pas sur des technocrates élitistes ou des consultants étrangers. Il commence avec une pelle, une brouette, une communauté et la conviction qu'un pays peut se reconstruire littéralement avec ses propres mains. Le système repose sur 3 principes fondamentaux. Les matériaux locaux d'abord. Cimes, gravier, bois, briques, tout provient des villages environnants. Pas d'importation. Cela réduit non seulement les coûts, mais maintient aussi la richesse dans l'économie locale et diminue la dépendance aux devises étrangères. Réseau de travail volontaire. Enseignants, anciens soldats, étudiants, imams et pasteurs organisent des rotations pour creuser des tranchées, construire des latrines ou paver des routes sans salaire. L'État couvre la logistique essentielle, mais le travail est patriotique, pas professionnel. Commande horizontale, aucun entrepreneur centralisé. Chaque région gère sa propre logistique et rend compte à une cellule de coordination nationale. C'est désordonné, c'est imparfait. Mais c'est réel. Et dans un pays où des routes effondrées et une absence d'assainissement tuent, le réel vaut mieux que la théorie. Faso-Mayabo ne sépare pas guerre et développement. Dans un pays encore menacé par l'insurrection, de nombreux anciens combattants, notamment les VDP volontaires pour la défense de la patrie, ont échangé leurs fusils contre des outils. Ils reconstruisent ce que la guerre a détruit. Ce sont des hommes qui gardaient les villages avec des AK-47. Aujourd'hui, ils portent des sacs de ciment, plantent des manguiers ou creusent des puits. C'est pas seulement de la construction, c'est une guérison par l'action. Et les résultats sont là. En quelques mois à peine, des routes secondaires jadis impraticables ont été nivelées et rouvertes, des écoles abandonnées fonctionnent à nouveau avec des toits construits par la communauté, les agriculteurs signalent un meilleur accès au marché et des commerçants ouvrent des échoppes le long des nouveaux carrefours rénovés. Mais plus encore, c'est le changement psychologique qui marque un tournant. Fossambo a insufflé un sentiment de propriété dans le développement national. Les citoyens ordinaires ne se sentent plus comme de simples spectateurs attendant une aide étrangère. Ils sont désormais constructeurs, décideurs et gardiens d'une vision commune. Ils ne se contentent pas de vivre au Burkina Faso. Ils le bâtissent. C'est pourquoi le don d'huile a touché une corde sensible. Parce que Fossambo ne demande pas de l'aide abstraite. Il a besoin de carburant, de pelles, de camions, de briques. Et quand la Chine livre cela sans demander de réforme, le modèle tout entier reçoit un coup d'accélérateur. Ce n'est pas de la charité, c'est un partenariat d'autonomisation. Mais alors, comment un programme aussi ambitieux peut-il tourner avec si peu de ressources et sans grand donateur? Cela nous mène à une question plus profonde. Quel rôle joue l'autosuffisance lorsque l'Occident s'éloigne? Et comment Faso-Mayabo prouve que marcher seul n'est peut être pas une faiblesse? Après tout, pause rapide pour remercier la communauté Black Culture Diary où les voix, histoire et héritage noir sont protégés et amplifiés. En devenant membre, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne, vous rejoignez un mouvement culturel puissant. Revenons à l'essentiel, ce n'était pas une insulte, c'était un réflexe conditionné. Pendant des décennies, l'industrie du développement a conditionné les pays africains à croire que sans argent occidental, rien ne peut être construit. Des systèmes de santé au réseau électrique, tout semblait commencer et finir avec des chèques étrangers, des consultants étrangers et des conditions étrangères. Mais Fossambo n'a pas été bâti pour les applaudissements de Paris ou de Washington. Il a été bâti par nécessité, et la nécessité, elle, ne négocie pas. Ce qui se déroule aujourd'hui est l'une des expériences les plus audacieuses d'autonomie africaine depuis les indépendances. Mais, contrairement au projet idéologique d'État dans les années 60, Fossambo ne cherche pas à convaincre, il cherche à survivre, c'est construire un pont parce que des maires ne peuvent pas atteindre la clinique.
C'est creuser une rigole parce que la fin s'installe, il n'y a pas de plan quinquennal de donateurs, il y a aujourd'hui et du travail à faire. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Quand le Burkina Faso a commencé à se replier sur lui-même et à affirmer sa souveraineté, l'Occident ne s'est pas contenté de partir. Il a claqué la porte en sortant. Les ONG internationales ont quitté le pays. Les partenariats militaires se sont effondrés. Les ambassadeurs occidentaux ont averti du danger d'isolement. L'aide a été suspendue, des projets de développement gelés, des réunions annulées. Pour la plupart des gouvernements, cela aurait provoqué la panique. Mais un phénomène inattendu s'est produit, l'absence d'aide a libéré de l'espace. Espace pour que des ingénieurs locaux innovent sans paperasse inutile. Espace pour que des communautés proposent leurs propres solutions sans attendre les études de faisabilité venues d'Europe. Espace pour que les jeunes s'organisent sans qu'on leur dise que leur travail doit être encadré par des indicateurs de performance. Et dans cet espace, des solutions sont nées. Pas des solutions importées, mais des réponses locales, construites avec ce qui était déjà là. Dans la province nord de Yatenga, des villageois ont réutilisé des camions militaires abandonnés pour transporter des matériaux de construction. À Boulsa, des groupes de jeunes ont transformé d'anciens étals de marché en centres de coordination pour la logistique de Faso Mayabo. Dans la ville de Fada, à l'est, un groupe de femmes a transporté du sable avec des paniers à grains traditionnels pour bâtir une école, refusant d'attendre des équipements extérieurs. C'est ça, l'autonomie à l'état brut, pas un isolement orgueilleux, mais une indépendance fonctionnelle, et à mesure que ces petites réussites se sont multipliées, le récit a changé. Fosombo n'était plus un système de débrouille désespéré, c'était devenu une alternative qui fonctionne. Il y a un autre niveau encore, la confiance. Quand les gens voient des ONG étrangères arriver en SUV, puis repartir avec des rapports, mais sans résultat concret, la désillusion s'installe. Mais quand un voisin bâtit une route ou creuse un puits de ses propres mains, cela construit quelque chose de plus fort que des infrastructures. Ça construit la croyance que le changement n'a pas besoin de venir d'ailleurs. Croyance qu'une nation peut se guérir elle-même, si les bonnes conditions sont réunies. Croyance que la souveraineté n'est pas une théorie, c'est une action. Et aujourd'hui, même alors que l'Occident prend ses distances, d'autres partenaires prennent le relais. La Chine, la Turquie, l'Iran et même des acteurs africains privés commencent à intervenir discrètement, apportant outils, carburants, machines et surtout respect de l'autonomie. C'est pas simplement une affaire de géopolitique. C'est une question de qui écoute quand l'Afrique parle et qui agit quand l'Afrique cesse de mendier. La rébellion silencieuse de Faso Mayabo contre la dépendance n'est pas anti-occidentale. Elle est post-occidentale. Elle dit « Nous allons construire, que vous regardiez ou non ». Mais cela soulève une question cruciale. Si l'aide étrangère n'est plus la pierre angulaire, qu'est-ce qui la remplace? Et qui sont ces nouveaux partenaires globaux qui osent soutenir l'Afrique sans dicter sa direction? Petit rappel, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Revenons au sujet. À mesure que les anciens parrains quittent la table, de nouveaux acteurs s'installent en silence. L'ère post-occidentale du développement ne change pas seulement qui donne, elle transforme comment l'aide est donnée, pourquoi elle est donnée et ce qu'elle signifie. Et au Burkina Faso, ce changement est visible en temps réel. Fini les contrats noyés dans les conditions, fini les conférences de presse sur la transparence. Fini les privatisations déguisées en programmes d'aide. À la place, un nouveau type de coopération émerge. Un nouveau genre d'acteurs internationaux qui ne viennent pas enseigner, mais échanger, coopérer et parfois simplement livrer. Commençons par l'acteur le plus visible, la Chine. Son approche au Burkina Faso n'est ni bruyante ni moralisatrice. Des gestes comme les 200 bidons d'huile parlent discrètement mais stratégiquement. Il n'y a pas de fanfare, seulement de la fonctionnalité, car la Chine n'a pas besoin de conquérir les cœurs par la charité, elle les gagne par l'alignement d'intérêts. Pour Pékin, soutenir Fosombo n'est pas un acte de générosité. C'est un positionnement intelligent. Alors que l'emprise de l'Occident se dessert en Afrique de l'Ouest, la Chine voit une opportunité de s'intégrer, non pas via la dette, mais via la pertinence. En fournissant outils, carburants, machines sans conditions idéologiques, la Chine gagne quelque chose de plus précieux que la loyauté, la confiance.
Mais ce n'est pas seulement une question de business. Le Burkina Faso incarne un nouveau modèle de gouvernance, souverain, sans excuses, enraciné dans le contrôle africain. Pour la Chine, dont le propre développement s'est construit dans la résistance à l'hégémonie occidentale, il y a ici une résonance philosophique, un écho familier. Elle reconnaît en Fossambo un cadre qui rappelle ses propres débuts, un développement frugal, porté par la volonté nationale, sans attendre de permission internationale. Et c'est pour cela que le soutien continue d'affluer, matériel agricole, kits médicaux, technologies de valorisation des déchets. Aucun de ces équipements n'arrive accompagné de leçons sur la démocratie ou la transparence. Ils arrivent simplement parce qu'un partenaire fonctionnel vaut plus qu'un partenaire reconnaissant. Mais la Chine n'est pas seule. La Turquie a entamé une coopération discrète avec l'armée burkinabé, fournissant drones de surveillance et outils de construction. L'Iran a ouvert des dialogues commerciaux autour de l'énergie et de la formation technique. La Russie s'intéresse à des arrangements sécuritaires et des investisseurs panafricains privés commencent à financer des projets d'énergie et de télécom raccordés à l'infrastructure Fossambo. Il y a un modèle commun qui se dessine. Aucun de ces partenaires ne demande au Burkina Faso de changer ce qu'il est. Il pose une seule question: de quoi avez-vous besoin? Et ça, en soi, c'est révolutionnaire. Pendant des décennies, le partenariat signifiait la concession. Les nations africaines devaient céder le contrôle de leur budget, réécrire leur constitution ou ouvrir leur économie à des intérêts étrangers juste pour obtenir une route ou un hôpital. Aujourd'hui, le modèle s'inverse. Ce sont les partenaires qui doivent s'adapter à l'agenda africain, pas l'inverse. Bien sûr, les sceptiques avertissent que ces nouveaux alliés ont aussi leurs ambitions, et ils ont raison. La Chine, par exemple, cherche à long terme un accès privilégié aux ressources minières, aux routes logistiques et aux réseaux commerciaux. Mais voici la différence. Le Burkina Faso ne vient plus à la table comme un sujet, il vient comme un acteur, un négociateur avec quelque chose à offrir, la terre, la main-d'œuvre, la vision et un exemple vivant de souveraineté fonctionnelle. Et peut-être que c'est là le plus grand changement de tous. Fossambo a montré qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour avoir une valeur stratégique. Il suffit d'être clair, organisé, indépendant et prêt à briser les anciennes règles. La donation d'huile de la Chine était modeste, mais elle a confirmé une chose: le Burkina Faso n'est plus une crise, c'est une étude de cas géopolitique. Et pourtant, la question la plus importante reste en suspens: un mouvement bâti sur des mains locales, une neutralité étrangère et une défiance nationale peut-il durer? Ou y a-t-il un point de rupture au bout du chemin? Chaque révolution progresse grâce à son élan jusqu'au moment où elle rencontre le mur de la réalité. Et dans le cas de Fossambo, la question n'est pas de savoir s'il a suscité quelque chose de puissant. Il l'a fait. La vraie question est maintenant: peut-il tenir avec le carburant qui commence à arriver de nouveaux partenaires comme la Chine, avec des outils fournis sans surveillance occidentale et des communautés qui bâtissent sans salaire? Le Burkina Faso a déjoué toutes les prédictions faites par les institutions internationales depuis une décennie. Mais la vérité est dure. Le volontariat est puissant, mais il n'est pas infini. Le travail quotidien de Fossambo est éreintant. Des volontaires portent des briques sous 40 degrés. Des femmes marchent des kilomètres avec des graviers sur la tête. Des ingénieurs dessinent des plans à la main. Faute de logiciel bloqué depuis la suspension des licences occidentales, c'est, sous tout ce rapport, une expérience de construction nationale à main nue. Mais derrière l'inspiration, le risque est réel, l'épuisement. Il y a une limite à ce que le patriotisme, la fierté et la résistance peuvent alimenter. Tôt ou tard, chaque révolution doit passer de l'émotion à la structure. Et Fossambo entre justement dans cette phase fragile, du feu à la fondation. Déjà, les rapports de terrain signalent des goulets d'étranglement logistique. Certaines provinces sont à court de clous et de cordes, d'autres ont trop de volontaires, mais pas assez de tâches concrètes. À l'est, plusieurs projets sont à l'arrêt, faute de machines pour poser les fondations. Et dans les zones reculées près de la frontière malienne, l'insécurité continue de perturber les travaux routiers. Des groupes armés profitent de la vulnérabilité d'équipes non armées. Sans paix formelle,
la fidélisation devient un problème. Certains volontaires abandonnent non pas par manque de loyauté, mais par épuisement pur. Ils rentrent chez eux, les mains vides, incapables d'expliquer à leur famille pourquoi servir la nation doit passer avant nourrir leurs enfants. Le gouvernement tente de réagir, mais les limites budgétaires sont sévères, même avec le soutien de partenaires non occidentaux. Puis vient le défi de la pérennité institutionnelle. Fossombo est profondément lié à la vision du président Ibrahim Traoré. Mais que se passera-t-il si le leadership change? Ce modèle peut-il survivre à son fondateur? Est-ce une philosophie intégrée dans l'identité nationale ou un produit du charisme et de l'urgence de guerre? Dans de nombreux pays africains, des mouvements similaires meurent avec leur architecte. Traoré en est conscient. C'est pourquoi il a entamé une institutionnalisation progressive, création de conseils locaux Fossombo, intégration de certains volets dans les structures de la fonction publique, partenariat avec les universités pour faire du développement communautaire une discipline académique. Mais ces réformes prennent du temps. Et le temps est un luxe que le pays n'a pas. Un autre défi, la pression extérieure. À mesure que Fossombo réussit sans Banque mondiale, les capitales occidentales s'inquiètent. Si le Burkina Faso prouve qu'on peut atteindre des objectifs de développement sans prêt du FMI, sans conditionnalité et sans libéralisation politique, alors d'autres nations pourraient suivre. Et cela représenterait une menace sismique pour tout le système d'aide postcoloniale. Certains analystes craignent déjà des tentatives de sabotage. Campagne de désinformation, rupture d'approvisionnement, isolement diplomatique. L'objectif ne serait pas de détruire Fossombo directement, mais de le rendre progressivement inopérant. Mais voilà le paradoxe, plus la pression augmente, plus le mouvement devient réel. Les systèmes construits par des élites s'effondrent quand l'élite est ébranlée. Mais les mouvements fondés par des maçons, des institutrices et des mères ne disparaissent pas discrètement. Ils s'adaptent, ils ralentissent mais ne s'arrêtent pas. Et c'est peut être là la plus grande force de Fossombo, sa fragilité est aussi sa flexibilité. C'est pas un gratte-ciel qui doit être parfait pour tenir debout, c'est un village, un endroit où une maison peut tomber, pendant qu'une autre se lève. Tant que le peuple n'abandonne pas, le mouvement peut tenir. Alors, peut-il tenir? Oui, s'il continue de croire que ce ne sont pas les donateurs, ni la banque, ni le chef, mais eux-mêmes les bâtisseurs. Oui, si les nouveaux alliés internationaux continuent à fournir des outils sans exigence. Oui, si le feu peut devenir un système sans perdre son âme, et si 200 bidons d'huile peuvent devenir 200 millions de briques posées avec dignité, alors Fossombo ne fera pas que survivre. Il pourra montrer au monde comment recommencer à zéro. Est-il vraiment possible pour une nation de se reconstruire sans aide étrangère, ou est-ce un simple rêve? Le soutien silencieux de la Chine est-il une main tendue, ou un coup stratégique? Dis-le nous en commentaire. Est-ce que toi tu serais prêt à construire ton pays, brique par brique, gratuitement? Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne rien rater. Nous avons choisi de parler de ce que personne n'aborde, la culture noire, l'histoire, la civilisation et les preuves de la grandeur des peuples noirs. Merci d'avoir regardé. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.